Retour aux conférences d'automne. Il y en aura 3. Ce soir, on va aborder les Chopingus comme tels, comment c'était construit, qu'est-ce qu'on y faisait. Mais on va faire un petit détour dans le domaine de l'art pour s'imprégner de l'esprit de l'époque, qui est très particulier, évidemment, qu'on n'a pas connu et qu'on a tendance à oublier, bien entendu. Mais c'était l'époque glorieuse de la mécanique de 1880 jusqu'à 1920-1930. L'humanité entière croyait qu'elle allait être libérée par la mécanique. Et c'est l'époque des réalisations grandioses comme la Tour Eiffel, le Pont de Québec, les communications circumterrestres instantanées, les trains, bien entendu. Alors, toutes ces réalisations mécaniques-là ont beaucoup influencé et eu des impacts sur les artistes. Et on va commencer avec certains éléments, s'il te plaît. Alors, on va parler évidemment de l'usine, l'époque, le triomphe de la modernité et l'impact sur les arts. La prochaine, s'il te plaît. Alors, ça, c'est une pièce de la Liberté que vous pouvez voir au musée de Joliette et qui s'appelle le triomphe de la mécanique. Alors, c'est fait en 1926 et puis, ça représente ce que c'est une sorte de déesse avec des engrenages mécaniques. Alors, ça donne quand même une idée de à quel point les artistes étaient interpellés par toutes les nouveautés que la mécanique amenait. Et ça nous a donné une série de productions de l'ordre culturel qui touchaient cette thématique-là. Et c'est dans l'air du temps, et vous allez trouver au sein d'Angus la même attitude, la même vision du monde, le recours tout le temps à la science et à la mécanique pour aborder tous les problèmes. La suivante, si vous avez été voir le film Boléro, qui est diffusé actuellement, non? OK, il n'y a pas beaucoup de... Ravel explique dans le film, pour lui, le comédien, que le Boléro de Ravel est basé sur le bruit qu'il entendait dans les usines. La rythmique vient des usines. Boléro de Ravel, c'est une ode à la mécanique. On n'aurait pas pensé, mais c'est le cas. La suivante. Les géantes. Les géantes, vous pouvez aller les voir, les contempler. Elles sont aux Archives nationales du Québec sur Vigée. Elles sont géantes parce qu'elles mesurent 8 pieds, 9 pieds, et elles représentent l'agriculture, les pêcheries, les transports et l'industrie. Auparavant, en 1900, elles étaient sur le devant d'une banque rue Notre-Dame. Ma batterie est morte. Alors, je vais vous... Non? OK, parfait. Et elles ont été rapatriées et mises à l'abri et rénovées à cet endroit-là. Ça célébrait, encore une fois, de façon grandiose, la mécanique sous toutes ses formes. Et particularité de cette œuvre-là, elle a été sculptée par M. Lequeville, je crois, mais dans le document que je vais vous remettre tantôt, vous avez les indications précises, qui était le sculpteur qui a été engagé par les sudistes aux États-Unis pour faire les énormes fresques à flanc de montagne. C'est lui qui avait fait ça. Il avait été engagé en fait par la Ku Klux Klan pour faire ça. Alors, il a été engagé après ça par la banque pour faire cette œuvre-là. Et elle rend bien compte de l'esprit de l'époque. À la fin, je vais vous laisser un petit texte que vous pouvez utiliser lorsque vous voulez aller faire une petite visite culturelle à cet endroit-là, parce qu'en face de cette œuvre-là, vous en avez une autre de Mme Larrivée qui est là, qui, elle, a été faite dans les années 90. Et je vais vous donner une espèce de grille d'analyse qui a été créée par Régis Debré, qui s'intéressait, lui, à la construction des monuments, l'usage qu'on en faisait et les lieux de commémoration. Il appelait ça la médiologie, une façon d'interpréter ce qu'on nous présente en public. Il
faut se poser la question qui avait les moyens de le faire, quels étaient ses critères, et qu'est-ce que l'œuvre nous apprend sur l'époque à laquelle elle a été faite. Alors, ces deux-là sont extrêmement intéressantes pour notre propos, parce qu'à la fois, ça, c'est 1903, 1900-1903, vous avez là-dedans la quintessence même d'Angus à l'époque. Hein, vous allez retrouver le gigantisme, la propension à se montrer. Et de l'autre côté, vous allez trouver le Angus de 2000, qui est d'une toute autre facture. Vous allez voir, la grille est assez intéressante à détailler. Alors, je vous laisserai ça quand vous aurez envie d'aller faire du tourisme culturel. C'est disponible là-bas, c'est ouvert au public. Il faut juste vérifier les heures d'ouverture aux Archives nationales sur Vigée. Et ça va vous permettre de voir qu'est-ce que les artistes de l'époque, quelles étaient leurs influences, qu'est-ce qu'ils ont voulu transmettre comme message et qu'est-ce que les artistes actuels, dans le contexte qui est le leur, nous transmettent comme message. Voilà. Donc ça, c'était notre petit aspect culturel. On va continuer aussi avec un dernier. Adrien Hébert, qui est un peintre québécois, ça date de 1942. Ça a été fait évidemment au Shop Angus. Et ça marque une rupture, ça aussi, dans l'art pictural québécois, à savoir que jusqu'à ce moment-là, on est un petit peu avant le refus global, les peintres se contentaient de reproduire les œuvres divines, les paysages ou les scènes religieuses. Alors, c'est une des premières fois, sinon la première, qu'un artiste décide d'aller rendre compte de choses aussi triviales que ce qui se passe dans des usines. Il a fait aussi beaucoup de tableaux dans le port de Montréal. Aujourd'hui, ça nous apparaît tout à fait anodin, mais à l'époque, ça a été un choc. Ça a été un choc et ça a été assez mal reçu par l'Église catholique, cette approche. Alors, suivant, s'il te plaît. Alors, les canons de la modernité, c'est quoi en 1900? D'abord, on fait dans le colossal, comme je vous ai dit, Pont de Québec, Tour Eiffel, les Shop Angus. On utilise une technologie la plus avancée à l'époque, évidemment, mais c'est vrai qu'il y avait eu des avancées très importantes. On fait appel au taylorisme aussi, à savoir la gestion scientifique du temps de travail. On découpe chacun des gestes que posent les travailleurs. On fait une petite fiche pour faire, je ne sais pas moi, un radio. Ça va prendre 43 étapes, puis une après l'autre, et tant de temps pour le faire. Puis on va rajouter un petit peu plus tard un mouvement qui vient des États-Unis, dont on a parlé à la conférence sur le syndicalisme, le welfarisme, à savoir que dans chacune des usines, maintenant, on essaie d'assurer les meilleures qualités, l'éclairage, l'aération, des toilettes, et surplus à Angus chauffé. Alors, une série de gestes qui sont posés par les entreprises pour s'assurer la loyauté des employés, mais aussi de réduire la quantité d'accidents de travail qu'il y avait à l'époque. Alors, on prétendait que des employés qui avaient des bonnes, ben, c'est vrai aussi, des bonnes conditions de travail, il y avait moins de risques d'accident, mais ça poussait un peu plus loin que ça, à savoir que ça comprenait la vie privée des gens, à savoir qu'on organisait les loisirs pour les employés, ce qui était très, très structuré ici à Angus particulièrement. On a beaucoup de traces de ce qui se faisait parce qu'il y avait des publications internes du syndicat, un petit bulletin aux 3 mois, donc on a beaucoup d'informations sur les activités para-travail, donc des soirées de danse, comment ils appelaient ça, des tombolas, ouais. Des fêtes à Noël. Il y avait un pique-nique annuel organisé par Angus. Les gens prenaient le train à Vigée et s'en allaient à Hudson, sur le bord de l'eau. Et là, il y avait 3 000 – 4 000 personnes. Je voyais en 1929, ça c'est l'année de la crise, le party de Noël organisé par l'Association auxiliaire des femmes des machinistes. C'est un groupe important qui a été actif de 1926 jusqu'à 1980.
donc largement après le début de la fin de la production de locomotives ici et de wagons ou de voitures. Alors, ce groupe de femmes-là, c'est important d'en parler parce que dans toute l'histoire d'Angus, on a toujours de la difficulté à trouver ou à documenter que faisaient les femmes, où étaient-elles. D'ailleurs, vous allez avoir une très curieuse histoire tantôt. À chaque fois que je faisais des entrevues, parce qu'en 2009, j'ai réalisé le plus grand nombre d'entrevues enregistrées possible avec les employés d'Angus, parce que tout le monde vieillit, bien sûr. D'ailleurs, dans tous ces gens-là, il n'y a plus personne qui est en ce bas monde. Et à chaque fois que je posais la question, où étaient les femmes, qu'est-ce que les femmes faisaient? Non, il n'y a pas de femmes. Non, non. Il y en avait. Dans un département qui s'appelait le rembourrage, où on préparait, on va voir tantôt les photos, c'est magnifique, les voitures privées de luxe pour les trains et les voitures pour passagers. Elles étaient là dès le début et j'ai retrouvé une photo qu'on va appeler la photo fantôme parce que vous ne la verrez pas ce soir. J'avais l'intention de vous faire une exclusivité, mais c'est la photo fantôme. Alors, je vous conte un peu l'histoire, c'est un peu anecdotique. 1916, il y a un journal dont on a parlé dans les dernières conférences, le Journal du travail par Gustave Frank, un leader des syndicats de Montréal. Et il publie en 1916 un spécial sur la guerre. Il était très patriote. Et je vois dans ma recherche d'archives qu'à la dernière page du journal de décembre 1916, il y a en bas une note où c'est marqué « Des femmes au travail à Angus dans le rembourrage ». Alors, je viens de tomber sur une photo incroyable. Elle est découpée. Je n'ai pas la photo. Bon, là, ces journaux-là sont sur microfilm. Alors, tu... C'est l'âme? Non, je pense que c'est la... Oui, OK. On va continuer là-dessus, mais jouer la lumière rouge, ça, c'est pas bon signe. Alors, donc, ces journaux-là sont pas photocopiés, photofilmés, sont filmés sur des bobines. Fait qu'on déroule ça, puis on va voir ça. Là, je savais pas ça. J'étais à l'Université Laval. Je vais aller voir l'Université de Montréal. Ils n'ont peut-être pas la même bobine, même problème. Là, OK, c'est la compagnie qui... à l'origine de ça. Il n'était pas là, il n'était pas là. Là, en désespoir de cause, je fais appel aux recherchistes aux Archives nationales du Canada. Je leur dis, vous n'auriez pas une autre compagnie qui l'aurait faite, celle-là, ou... Ouais. Ça a pris 2-3 mois, mais on me revient, paf, on l'a. Elle était difficile à voir, mais ils ont fait un traitement dessus, mais ils me l'ont rendu. Donc, on a une photo de 1916 où on voit des femmes en train de coudre au shop Angus. Alors là, j'étais content, je l'ai mis dans le PDF, pas le PDF, mais PowerPoint. Et dans le transfert, elle a disparu. Les femmes ne veulent pas être... Ben oui, hein? Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quand même un malheur attaché à cette photo-là. Mais sachez qu'elle existe, donc on a la preuve qu'en 1916, il y avait déjà des femmes qui travaillaient là. Puis on va en voir une autre tantôt, probablement pas la prochaine, pas plus loin, mais on y viendra tantôt. Alors, la recette du succès du Canadien Pacifique, pour expliquer pourquoi c'était si gros que ça finalement, pourquoi il y avait besoin de tant d'espace pour construire autant de locomotives, de wagons et de voitures. Alors d'abord, le Canadien Pacifique, il faut comprendre que c'est un monopole. Il détenait le monopole pour le transport ferroviaire du Pacifique à l'Atlantique. C'est quand même pas rien, ça aide. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, on est en 1885. 1885, il y a 2 péquenots dans les prairies, puis pas grand monde à l'autre bout. C'est pas donné. Là. Effectivement, la compagnie va connaître des difficultés financières importantes dans les premières années. Ce qui va les sauver, d'ailleurs, financièrement, c'est la révolte de Louis Riel en 1985, où là, ils ont fait la démonstration qu'avec le train, on pouvait amener les troupes 10 fois plus vite que par n'importe quel autre moyen. Alors, ça a donné un petit 10 millions.
Évidemment, il y a eu la marginalisation des Autochtones qui a permis de libéralement donner les terres au CP, parce qu'il faut dire que tout le long du trajet du CP, il y a 25 millions d'acres de terre qui ont été donnés par le gouvernement canadien à la compagnie. Ça venait avec le petit cadeau à la naissance, là, 25 millions de dollars plus 25 millions d'acres de terre. C'est l'équivalent de la Grande-Bretagne. C'est quand même costaud. Là, il y a des petits fins-fins au sein j'allais dire Angus, il y en a aussi des fins-fins Angus. Le Canadien Pacifique s'est dit, ouais, 25 millions. Le principe, là, ils l'ont adopté des Américains. Le gouvernement garde un lot, il en donne un à la compagnie, il en prend un lot, il en donne un à la compagnie, en se disant que le succès de la compagnie va rejaillir sur tout le monde. Bon. Là, les gens qui représentaient le CP vont voir les ministres à Ottawa et leur disent « Ouais, mais tu sais, il y a des bouts, là, c'est une swamp, c'est pas très intéressant. » Eux, ils avaient fait tout le circuit et ils avaient spoté les endroits où il y avait des forêts intéressantes, des mines, des lieux de villégiature ou des beaux paysages. Alors, ils avaient tout ça sur leur petit carnet. Et ils ont réclamé de déplacer les 25 millions dans ces endroits-là. Ce qui a donné, évidemment, au CP des richesses incroyables. Des mines de charbon pour faire marcher leurs locomotives, des mines de fer pour fabriquer les locomotives, tous les grands hôtels qu'on connaît dans l'Ouest canadien et celui de Québec et d'Ottawa. Ils avaient tous choisi ces terrains-là pour ces raisons-là. Donc, la capacité de générer du fric était imposante. L'autre phénomène qui va être important pour eux, c'est celui de l'agriculture. Le CP va choisir aussi les bonnes terres agricoles et ils vont les revendre, pas très cher, mais ils vont les revendre à des immigrants. Et on va voir tantôt le système pour aller chercher les immigrants, c'est assez impressionnant. Alors, on va faire un recrutement massif en Europe. Et là, une constante qu'on va retrouver autant dans les pratiques du CP, dans le recrutement pour les cultivateurs, que pour le recrutement pour les employés au sein d'Angus. Bon, je vais utiliser un néologisme, c'était de l'aptogénétique, à savoir que est-ce que votre génétique vous dispose, vous rend apte à faire certains travaux? Alors, pour eux, un bon cultivateur qui allait aller dans l'Ouest canadien, il fallait qu'il soit robuste. Ça ne pouvait pas être un Italien. Il fallait que ce soit des gens, si possible, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège, quelqu'un qui avait connu un peu l'hiver. Les Polonais, qui étaient réputés endurants, les Ukrainiens. Donc, ils ont recruté spécifiquement dans ces endroits-là. Et ils vont profiter, évidemment, des crises sociales et économiques qu'il y a en Europe à ce moment-là. En Italie, c'est la crise pour l'accès aux terres. C'est les grands propriétaires terriens qui exploitent les tenanciers qui n'en peuvent plus puis qui cherchent à émigrer absolument ailleurs. En Autriche-Hongrie, il y a une crise économique majeure et beaucoup de chômage. Alors, les gens cherchent à s'en aller. Au point où, en 1912, le Canadien Pacifique, qui a du succès avec ses campagnes pour recruter en Autriche-Hongrie, le bateau du Canadien Pacifique est saisi par le gouvernement autrichien au prétexte que c'est un complot de l'Amérique pour dégarnir les pays en question, pour leur enlever de la puissance militaire. Alors, la Deuxième Guerre mondiale aurait pu, on peut faire un peu de fiction, commencer en 1912 avec la saisie du navire du CP, mais ça s'est réglé par des voies diplomatiques. Alors, à la prochaine diapo. Alors, voyez ça, on se croirait en quelque part en Hongrie ou en Pologne, mais c'est dans les prairies canadiennes. Alors, le gouvernement, pas le gouvernement, mais le Canadien Pacifique recrutait ces gens-là avec des films. Parce que c'est un aspect assez intéressant à savoir. Le Canadien Pacifique est une entreprise qui faisait dans presque tout, y compris le cinéma.
Alors, l'ancêtre de l'ONF, en fait, c'est le Canadien Pacifique qui l'a créé, avec une compagnie qui faisait des films muets à l'époque, mais qui vantait les mérites de l'agriculture, de la beauté des paysages et la douceur du climat. Une des règles qu'il y avait pour la préparation des films de propagande, on ne voit jamais de neige. Et quelques années plus tard, il y a eu des plaintes et des révoltes de ces gens-là qui disaient que ça, ils ne l'avaient pas vu dans les films, l'hiver canadien. Mais cette compagnie-là va exister, en fait, elle va donner naissance à l'ONF plus tard. Le CP va l'utiliser à toutes les sauces. Ils ont eu beaucoup de succès. Ils ont fait beaucoup d'argent avec ça. Ils se sont dirigés vers les fictions un petit peu plus tard. À la fin, vous allez recevoir, après la rencontre de ce soir, par courriel, un lien pour aller voir un film de 1926 qui a été tourné ici, aux ateliers Angus, où on suit la construction d'une locomotive. Vous regarderez ça avec attention, vous prêterez attention à la sécurité santé au travail. Le nombre de personnes que vous allez voir sur le film qui sont sauvées in extremis par quelqu'un qui poigne, qui l'enlève de là, c'est assez impressionnant. Et vous allez voir aussi au tout début que le travail essentiel pour construire des locomotives, c'est du bois. Chaque locomotive est d'abord reproduite grosseur réelle en bois. Ça, le travail du bois, on va voir tantôt une famille très dynamique du Québec qui faisait ça. Ce sont les Canadiens français qui font ça. Quand je vous dis que la compagnie fonctionnait par aptogénétique, on va employer ce terme-là, à savoir que les Canadiens français, c'est des bons menuisiers. Allez hop, tout le monde à la menuiserie, avec les Juifs. Regardez là. Les Irlandais, oh, ça c'est des toughs, on va les envoyer à fonderie. Les Écossais, ça c'est des cadres intermédiaires, comptabilité, inventaire, dans le grand inventaire qu'on va voir tantôt. Les Britanniques, les cadres supérieurs, ingénieurs. Alors, tout était classé comme ça et la compagnie, c'était dans les critères, engageait les gens de telle origine pour faire tel travail. Les Ukrainiens, par exemple, au sein des ateliers Angus, on verra la photo tantôt, on les envoyait pour enlever la couche d'amiante. On savait déjà depuis 1904 là, que l'amiante, c'était pas de santé pantoute, là, pour enlever l'amiante autour des bouilloires des locomotives. Les travaux dangereux, ça t'envoyait les Polonais ou les Ukrainiens. Puis à l'époque, là, Polonais, Autrichiens, Ukrainiens, Ruthènes, petits Russes, c'était tout mélangé. Là. Une année, tu avais un pays indépendant, 2 ans plus tard, il faisait partie de la Pologne, puis 3 ans plus tard, il était rendu en Russie. Bon, regarde. Alors, la suivante. Alors voilà, ça c'est un des pamphlets de publicité que le CP distribuait. Alors, fins exégètes que vous êtes, vous avez remarqué, n'est-ce pas, que c'est du norvégien. Et ils annonçaient là, 160 acres de terre libre, qu'ils appelaient à l'époque, disponibles au Canada. Alors, c'est le genre de publicité que faisait, ce qui a permis, effectivement, une croissance exponentielle de la population dans l'Ouest canadien et par la suite, bien entendu, du grain à ramener. Alors, pour le CP, ils amenaient les cultivateurs et ils avaient même un programme où tu arrivais, la maison était bâtie, la ferme était prête, tu avais tes semences qui étaient sur le bord de la porte, commence. Alors, ça a bien marché au point où il a manqué de matériel pour être capable de ramener tout ce grain-là puis assurer le trafic. D'où la naissance d'Angus. Avant, ils étaient installés sur de l'Orimier, Sainte-Catherine, puis ça, c'est la petite usine qui avait été faite par le gouvernement du Québec, si vous vous souvenez bien, à la 2e conférence. Je ferai un petit topo tantôt pour la mémoire. La suivante, s'il te plaît. Ben voilà, la localisation optimale d'Angus. 1850, au Québec, il y a une voie ferrée, ou à peu près, là, c'est le Grand Tronc. Et il est tout orienté, le commerce entre le Canada et les États-Unis, l'autre côté du fleuve, au sud du fleuve. Et ça va jusqu'à Lévis, ça va. Mais la ville de Québec est isolée.
Et les gens de Québec se disent, ça n'a aucun bon sens, si on laisse faire, on n'est plus dans les réseaux économiques, il faut qu'on bouge. Alors, ils ont créé une entreprise pour faire sur la rive nord de Montréal un train qui part de Québec et qui s'en va jusqu'à Montréal, mais en restant sur la rive nord. L'idée pour eux, c'était d'être capable de partir de là pour aller vers l'Outaouais et ensuite l'Ouest canadien. À cette époque-là, l'autre grande idée qui circule, c'est l'orientalisme et les richesses de l'Orient qui sont disponibles maintenant grâce au train, entre autres, qui se rend jusqu'à Vancouver. Donc, on veut s'accaparer ces richesses-là. Puis il y a tout un discours un peu mystique autour de ça, qui n'ont pas rapport vraiment avec toutes les richesses qu'on peut aller chercher là. Mais bon, tout le monde pensait qu'avec ce qu'on pouvait aller chercher en Orient, on deviendrait tous millionnaires. Alors, ils voulaient contourner Montréal. Ils ne voulaient pas laisser le commerce aux gens de Montréal, ils voulaient l'amener à Québec. Sur l'entrefait, il arrive un personnage bien connu au Québec, le curé Labelle, qui, lui, veut un train entre Montréal et Saint-Jérôme. Il y aurait possiblement un point de croisement avec le train du Nord, mais lui, il ne veut pas faire affaire avec le gouvernement du Québec, il veut faire affaire avec les gens de Montréal, parce qu'il leur a demandé une subvention de 2 millions, ce qui est quand même beaucoup de pesos là, à l'époque, 1 million pour la ville de Montréal, pour construire cette voie ferrée-là. Mais les gens de Montréal ont dit oui, OK, mais on veut l'atelier de construction, parce que c'est le pactole. Vous avez là 2000, 3000 emplois, ce qui était considérable évidemment à l'époque et même aujourd'hui. Alors c'était la condition. Donc le curé Labelle est aux prises avec ça. Québec et le clergé auraient voulu que l'atelier soit à Terrebonne, parce que Montréal, c'est une terre anglophone protestante. Là-bas, on aurait pu rester entre francophones et catholiques, et de là, partir vers l'Ouest canadien. Je vous passe les détails. Il y a eu des luttes infernales. On peut faire un lien un peu comique, des fois un peu dramatique, entre les investissements incroyables que le gouvernement du Québec a fait à cette époque-là, 1849, 1870, 80, dans le train. Une nouvelle technologie. Le budget du Québec, au moment de la grande crise financière, équivaut à la moitié des coûts du train. Et on exclut la dette. Alors, ça nous a donné le seul et unique coup d'État au Québec, à savoir que le lieutenant-gouverneur, voyant l'état des finances publiques et l'incapacité du gouvernement de contrôler les chantiers, a fait sauter le gouvernement et a donné le pouvoir au chef d'opposition. Et donc, ils ont fini par construire la voie ferrée en question, mais ils étaient complètement pris à la gorge. Donc, en 82, quand le CP a été créé en 81, il y a eu un premier, on confond souvent là, il y a eu un premier Canadien-Pacifique 1871 qui n'a pas fait faillite, mais qui a fermé suite à un scandale pour le financement des partis politiques à Ottawa. Et c'est reparti en 81 sous le même nom. Et quand on parle du CP2, là, c'est 1881. Et donc, il était de tout récent. Et ils ont vendu les ateliers au CP. Les ateliers qui étaient derrière la prison du Pied-du-Courant. Ça, le CP savait déjà que ça ne serait pas suffisant, mais au moins il y avait ça pour commencer les travaux. Et là, il devait chercher un endroit où s'établir qui pouvait répondre à un certain nombre de critères. Maintenant que la voie était ouverte vers l'ouest, on pouvait chercher un point de jonction qui montrait un petit peu vers le nord. On voulait rester pas très loin du port de Montréal. Donc, Angus se présentait assez bien dans ce cas-là. Et puis, on avait des terrains qui appartenaient au CP autour, dans lesquels on pouvait mettre le bétail qu'on ramenait de l'Ouest canadien en quantité importante à l'époque, parce que la redistribution allait se faire à partir de Montréal. Donc, on construit des corrals où on met les bêtes. On construit des abattoirs qui appartiennent aussi au CP. Et on va prendre des résidus pour faire de la colle. Donc, des usines à colle. Ça dégageait une odeur, semble-t-il, assez particulière. Et ça explique pourquoi, d'ailleurs,
Les locataires les plus loyaux du Canadien Pacifique, Angus, c'était des chats. Dès le début, les ouvriers amenaient des chats pour s'occuper des souris puis des rats. Et ils sont sortis en 1993 avec les employés, une opération récupération des chats. Il y en avait vraiment beaucoup. Voilà. Alors, le gigantisme, peux-tu revenir en arrière, s'il te plaît? Alors, la localisation optimale, c'était celle-là pour eux, les terrains. Puis un dernier élément très important pour eux, à Montréal, en 1900, il n'y a pas beaucoup de municipalités qui ont les moyens d'accorder des subventions à une entreprise comme le CP. Il n'y a que la Ville de Montréal. Hochelaga, Maisonneuve sont endettés. Tout le monde sait que ça va soit buster ou être l'objet d'une fusion, ce qui va être le cas. Rosemont n'existe pas à l'époque, bien sûr. Alors, ils ont choisi un terrain qui est juste à la limite de la Ville de Montréal, à côté, juste en haut de Hochelaga-Maisonneuve. Et ils vont obtenir comme ça une diminution de la valeur foncière. Ils ont négocié la valeur foncière, donc leur compte de taxes, c'est eux qui décidaient de la hauteur du compte de taxes. La municipalité, ils trouvaient son compte dans la mesure où ils exigeaient en échange au moins 1500 emplois, mais dans le fond, il y en a eu 3000. Donc, tout le monde était bien heureux. Mais ça, cette question de l'évaluation foncière va rester un débat politique dans l'histoire de Montréal jusque dans les années 50-60. À chaque élection municipale, il y a toujours un conseiller d'opposition de l'opposition qui en fait son sujet de débat là, pour forcer la compagnie à payer ses taxes comme les autres. Ça va être récurrent dans l'histoire de la Ville de Montréal, avec des épisodes complètement loufoques où un bon matin, la municipalité, voyant qu'il n'y avait pas moyen de s'entendre avec le Canadien Pacifique, va aller faire dynamiter un ou deux ponceaux où passaient les trains. Bon, en fait, ils ne passaient pas là. C'est une voie qui n'avait jamais été achevée, que le CP refusait d'enlever pour nettoyer puis permettre de faire une rue. Bien, la municipalité s'en est chargée en représailles pour les comptes de taxes, en fait. Alors, oui, Angus, c'est une question aussi d'autonomie, très importante, et ce qui explique la grandeur de l'endroit. On verra tantôt un plan général, là. Donc, autonomie, pour eux, ça veut dire et sécurité. Un endroit qu'on peut barricader, c'est ce qu'ils vont faire d'ailleurs, une clôture de 6 ou 8 pieds, opaque à la grandeur, ce qui vous fait quand même à peu près 10 km à couvrir, avec 2 entrées seulement sur le midway, avec les gardiens de sécurité. Ils voulaient vraiment, évidemment, assurer la sécurité des lieux. L'autonomie, alors ils produisent leur propre énergie, des ondes centrales électriques gigantesques pour l'époque. Ils doivent chauffer tout ça, c'est quand même énorme, à la vapeur. Alors, en dessous d'Angus, il doit en rester encore quelques artefacts. Il y a des tunnels d'à peu près 6 pieds qui couvrent l'ensemble du territoire ici, dans lesquels on transportait la vapeur nécessaire pour chauffer les différents édifices. Alors, évidemment, on a placé cette bouilloire-là en plein milieu du terrain de façon à limiter la distance à parcourir pour préserver l'énergie. Tout a été planifié là, de façon exemplaire. Et pour fournir ça, faire chauffer les bouilloires, il y a des planeurs, évidemment, parce qu'il faut, encore, je le répète, Angus, c'est une industrie de bois. On voit les locomotives, on se dit, ben, il devait faire du métal. Oui, il en faisait, on va en parler tantôt, là. Mais les wagons et les voitures sont en bois. Tout l'ameublement fantastique qu'on va voir tantôt à l'intérieur des voitures, c'est du bois dur. Et pour les wagons qu'on sert pour les céréales ou le vrac, c'est en bois mou. Alors, on travaille surtout le bois. Alors, ça fait des copeaux. Et avec ça, on fait chauffer la bouilloire. Puis, on fournit l'énergie électrique et la chaleur pour l'édifice. L'autonomie aussi du point de vue des incendies. Alors, ils ont leur propre système d'asperceurs. Il y en a 16 000 sur tout le terrain ici. Et ils ont un réseau de bornes fontaines
Ils ont installé des réservoirs d'eau géants. Ils ont creusé 2 puits artésiens qui leur appartiennent, dans lesquels ils peuvent aller puiser l'eau nécessaire. Fait que, ils ont leurs propres pompiers. Le petit édifice qu'on voit ici, là, avec une espèce de petit château, en fait, c'était pour faire sécher les tuyaux des pompiers, ça, cet appendice-là. Alors, ils avaient là les pompiers, un service de sécurité, quand tu vois la photo, ils ont l'air très, très, très méchants, lourdement armés, mais assez inefficaces, semble-t-il. Et en fait, ils protégeaient la banque qui avait à la sortie, juste du bord de Rachel, là, qui s'appelait la rue Nolan à l'époque. Et des pompiers permanents, avec un équipement moderne pour l'époque, évidemment, qui faisait rougir les citoyens de Montréal. Alors, pour les incendies, qui était la grande hantise, particulièrement pour les fameux patterns qu'ils appelaient là, les moules en bois pour les locomotives, ça, c'était extrêmement précieux. On commence par, comme je vous disais, chaque morceau de la locomotive est sculpté en bois. Après ça, vous avez un endroit où on conserve le sable qui est nécessaire pour couler en fonte ces pièces-là. Voilà, on met les moules dans le sable, on les retire, on glisse le métal, puis oups, la pièce est là. Donc, le moule qui te permet de faire ta locomotive, il est très précieux. Lui, il est conservé dans une voûte à l'épreuve du feu et ils sont disponibles sur demande. Il faut savoir aussi que les locomotives à cette époque-là, les locomotives à vapeur, c'est du travail d'artisanat. Oui, il y a un plan très détaillé, mais chacune est quand même différente. Chaque pièce va avoir ses particularités. Ils vont devoir travailler dessus à la main pour que ça fitte. Inventer des outils pour être capable d'aller travailler, positionner la pièce nécessaire, c'est du grand art. Et vous allez voir dans le petit film qu'on va vous envoyer la quantité de monde que ça prend pour faire ça et les étapes. Ça peut prendre 2 mois pour faire une locomotive. C'est un travail de haute précision. Bon, donc la sécurité, et puis évidemment, comme je vous disais, la modernité, dans le sens où, bien que ça, c'est pas très transparent quand on voit ça dans le film, là. On dit toujours, il y avait un éclairage naturel extraordinaire. C'est la première fois qu'on voyait ça dans des usines, de l'aération, du chauffage, des casiers pour laisser le linge, des cafétérias, des écoles. C'est la modernité. Dans le film, ça paraît pas ça. Ça a l'air sombre, dangereux, sale. C'est intéressant à regarder, mais pour l'époque, en tout cas, ça frappait les esprits et on se piquait d'avoir quelque chose à la pointe de la modernité. La prochaine, s'il te plaît. Je l'ai faite celle-là, je suis passé à travers. On continue. La localisation, mon Dieu, j'ai pris de l'avance. On continue. Alors voilà, ça c'est le plan des ateliers Angus. Nous sommes ici, dans la locomotive shop. Exactement. Et non, l'édifice est neuf ici, mais il y avait ça par-dessus, et les restants sont derrière. Donc ça fait 1168 pieds par 163. Ça vous donne une idée de l'ampleur des lieux. Les inventaires sont là. Là-dedans, vous avez tout ce qu'il faut pour grayer un train de voyageurs, entre autres, ou la mécanique, mais la literie, la vaisselle, name it, il l'avait. C'était là-dedans qu'on allait retrouver ça. Vous avez tout en haut, c'est l'atelier pour les wagons en bois pour le bétail ou le dernier édifice ici à gauche. À droite, vous avez l'endroit où on va planer le bois et vous avez 2 fours, un en haut, un là-bas, un pour le bois dur, un pour le bois mou parce qu'il faut sécher tout ce bois-là avant usage. Et puis ici, c'est les voitures pour passagers qui sont construites à cet endroit-là. Il y en a vraiment beaucoup. Il faut se rappeler, là, on est en 1900, il n'y a pas d'avion, bien entendu, il n'y a même pas de route. Fait que, ce qui domine le paysage, la seule façon de se déplacer, c'est le train. Donc, la demande pour les voitures passagers est très importante et aussi, évidemment, pour les voitures, mais les wagons pour le matériel.
Et puis là, les autres, c'est plus spécialisé. On fait les roues, hein, on les prépare là. On va avoir une photo tantôt et vous allez voir dans le film comment on fait ça. Et dans mon livre, vous avez la recette pour faire une roue de train, mais n'essayez pas ça à la maison. Et puis la Car Machine Shop, là, où on va préparer les pièces de métal. Une fonderie. Et puis la blacksmith, la forgerie, les forgerons sont là. Et puis la powerhouse est au milieu, comme je vous expliquais tantôt. Alors, l'office qu'on voit ici, qui est toujours là, qui existe, les pompiers ne sont pas loin, un petit peu à côté, on ne le voit pas sur l'image ici. Alors ça, c'était Angus en 1904, comme je vous ai dit. Si vous partez à pied, vous faites le tour, vous en avez à peu près pour 10 km. Suivant. Photo de 1947. Alors, à droite, on est là actuellement. C'est le Loco Shop qui a été coupé un peu. Ils ont passé une rue dedans. Mais bon, la partie de droite a été conservée quand même. Ou celle de gauche plutôt. La rue Rachel est ici en bas là. La suivante, il va être la même vue, mais 1950, on voit qu'il y a eu un petit progrès dans l'optique pour les caméras. On voit un petit peu mieux l'ampleur des lieux, la quantité de wagons qui sont sur les lieux. C'était vraiment une cité industrielle assez incroyable. Là, ce n'est pas très développé autour. Vous avez ce qu'on appelait l'hôpital des picoteux ou l'hôpital civique. L'idée à l'époque, c'était que c'était tellement détérioré dans le coin en termes de qualité de vie, pour la raison dont je vous parlais tantôt, les abattoirs, les usines de colle. Il y avait aussi le quartier des cordonniers qui étaient là, qui allaient chercher évidemment leur matériel à l'usine, à l'abattoir. Et donc, il avait mis l'hôpital des picoteux là, donc pour les contagieux. Tout est dans tout. Suivant. Alors, le quotidien, le recrutement, les méthodes de recrutement d'Angus. On va voir tout de suite après un personnage célèbre de l'histoire de Montréal, M. Cordasco. Mais ce que le CP faisait, c'est qu'il, d'abord, il manquait de main-d'œuvre à Montréal, là. Et il donnait des mandats par pays, si on veut, à des individus pour aller recruter des gens en Italie, en Ukraine, en Finlande. Enfin, il y avait des équipes comme ça qui travaillaient un peu partout. Et un qui s'est particulièrement démarqué, c'est M. Cordasco, qu'on va voir tantôt, qui est un Italien, qui, lui, va faire publier en Italie, dans les régions pauvres, des petits journaux dans lesquels il dit 10 000 emplois sont disponibles à Montréal. Ce qui n'était pas vrai, mais bon. Et là, il leur a dit, allez voir à l'agence, machin truc, et puis on va vous payer le billet, puis on va vous amener ici. Alors, évidemment, c'est le CP qui payait le transport, mais lui, il avait été payé pour assurer la nourriture de ces gens-là, mais il gardait 60% des sommes, puis il gardait le reste pour les nourrir à rabais. Et après ça, il y avait le train qui les prenait de New York pour les amener à Montréal. Là aussi, il allait chercher sa cote. Et après, il exigeait un montant pour être inscrit sur la liste des gens qui pouvaient obtenir un emploi. Puis si tu en avais un, tu versais un pourcentage de ton salaire. Et là, on s'est retrouvés à Montréal, puis là, on peut faire des liens avec l'histoire immédiate et contemporaine, avec une crise de migrants, là, mais vous pensez qu'il y en a une à l'heure actuelle, là, c'était de beaucoup plus terrible. Il y a des milliers de migrants italiens qui ne parlent ni français ni anglais, qui errent à Montréal dans les rues, parce qu'il n'y en a pas de travail, Angus, là, pour eux autres, là, pas autant que ça, en tout cas. La misère, évidemment, se répand, les difficultés de toutes sortes. Les articles dans les journaux sont constants, un peu comme aujourd'hui. Finalement, c'est assez intéressant de voir que l'histoire se répète. Et ça finit par alerter l'opinion publique et les gouvernements. Donc, on va avoir une commission d'enquête royale fédérale sur les agissements du personnage. Ce qui nous permet, quand on fouille un peu dans l'histoire, d'avoir accès à de la documentation de première main de grande qualité et incontestable. Alors lui, il avait vraiment construit un réseau d'exploitation de ces gens-là qui était, entre guillemets, exemplaire.
et qui a laissé sa marque dans l'histoire. Donc, c'était comme ça que le CP allait chercher son monde. Dans la grève de 1908, il fallait trouver des briseurs de grève. Alors, ils ont communiqué avec leurs répondants à Londres et ils ont demandé à l'Armée du Salut d'aller chercher les itinérants et de les amener au bateau pour venir au Canada où un emploi les attendait. Évidemment, quand ils arrivaient à Montréal, ils s'apercevaient qu'il y avait une grève, c'était un petit peu moins tentant. Un certain nombre l'ont fait. Ils ont été obligés de vivre à l'intérieur des ateliers Angus tout le temps de la grève parce qu'ils ne pouvaient pas sortir, c'était trop dangereux. Puis il y en a un bon nombre quand même qui ont décidé de s'associer aux grévistes. Ils sont restés en dehors des lignes. Mais c'était comme ça que le CP recrutait son monde pour travailler au shop. Donc, je vous ai dit tantôt, en fonction de votre origine ethnique, toi, tu vas travailler là, tu vas travailler là, tu vas travailler là. Et l'autre phénomène, c'est l'embauche familiale. Du moment où tu as un emploi au sein d'Angus, fiston, un job d'assuré, mon oncle, mon cousin, vous en avoir une photo tantôt, la famille Leduc, les 9 frères Leduc, tous Canadiens-Français, bien sûr, qui sont où? À la menuiserie, bien sûr, et qui sont présentés par l'Action catholique comme étant la famille typique, exemplaire, canadienne-française, croyante et travaillante. Alors ça va avoir un impact sur l'urbanisme aussi, étonnant que ça puisse paraître, parce que le fait d'engager comme ça d'abord des gens sur une base ethnique, ils se forment des réseaux. Ils vont chercher à trouver sur le territoire des gens qui sont déjà établis puis qui peuvent les aider à trouver soit un logement ou au moins à s'orienter un peu dans cette ville-là. Et tantôt, on va voir le réseau du transport en commun à l'époque qui est drôlement plus efficace qu'aujourd'hui. Donc, les Italiens, eux, vont remonter à Saint-Laurent et s'arrêter à la Petite-Italie. À l'époque, évidemment, pourquoi là? Parce qu'il y a des terres qui peuvent être utilisées pour faire des petits lopins, puis un petit peu d'agriculture. Alors, les Italiens vont s'établir là. Il y a des Écossais qui prenaient le tramway puis qui se rendaient à Tétroville. Pourquoi Tétroville? D'abord, le transport était facile, vous allez voir tantôt. Et deux, il y avait là un révérend qui avait obtenu une terre gratos pour construire une chapelle protestante. Alors, ils se sont rassemblés autour de cette chapelle-là. Donc, il y avait une communauté écossaise, dont on n'entend plus parler, évidemment, dans Tétroville. Donc, ça, c'est en haut de l'hôpital Hippolyte-Lafontaine. Et les Ukrainiens, eux, allaient dans Hochelaga, un petit peu sur Frontenac, dans ce coin-là. Et on les voit aussi, hein, leurs institutions sont sur le plateau, sur Beaubien, la caisse d'économie ukrainienne. Ils ont aussi des lieux de culte. Mais au sein des communautés ukrainiennes qui sont venues en 2 ou 3 vagues, les dissensions sont nombreuses, ce qui explique qu'il y a 2 caisses d'économie. Il y en a qui sont plus axés sur des concepts religieux, d'autres plus laïques, enfin. Je vous passe les détails, vous avez tout ça dans mon livre. Alors, il y a une distinction à faire entre les ouvriers spécialisés et les manœuvres. Les ouvriers spécialisés qui sont généralement membres d'un syndicat ou des anciennes corporations de travail, eux, ils savent qu'ils doivent se rendre au travail tous les matins, puis leur place est assurée. À l'époque, on travaille 6 jours par semaine, 10 heures par jour, c'est à peu près 22 cents de l'heure. Qui était dans le réseau du Canadien Pacifique, étonnamment, le plus bas salaire versé était à Angus. On était à 35 cents dans le bout de Vancouver. Tandis que pour les manœuvres, bien, ça se passe différemment. À l'entrée du Midway, une entrée qui doit faire à peu près 12 pieds de large, là, les 2 portes s'ouvrent, il y a des gardiens de sécurité, et là, il y a une foule qui se presse là. Et quand il y a des travaux, genre il y a neigé, bon, il faut déneiger, tout se fait à la pelle. Là, les cadres vont mettre une série de pelles à côté sur la clôture, puis ils vont lâcher un cri « Take a shovel ». Là, c'est la bataille. Si tu pognes une pelle, tu as un job pour la journée. Alors, ou bien tu te pognes la pelle ou tu as un coup de pelle. Mais ça va se passer autour de la pelle.
Ça marchait comme ça à l'appel. Et l'autre phénomène que me contait un très vieil employé qui avait commencé là, lui, à 14 ans, il travaillait comme, pas pour le recrutement, mais il était chargé d'aller, quand il manquait un employé spécialisé, il y avait des listes de rappels par ancienneté. Alors lui, il avait sa liste, là, puis avec son bicycle, il n'y a pas de téléphone. Fait que là, il fallait qu'il parte 23, 16, rue Nicolette, cogner à la porte, puis demander au monsieur s'il veut venir travailler aujourd'hui. S'il ne veut pas, signe ici. Il s'en va après ça, sur la rue des Airies, puis il continue comme ça jusqu'à temps qu'il trouve quelqu'un. C'était ça, la vie. Les enfants étaient utilisés à ça. La deuxième journée de travail, il s'est acheté un bicycle, il m'a dit. Alors, allons-y pour la suivante. Ah oui, le rapport que je faisais tantôt sur la dépôt de fonds publics. Aujourd'hui, on met ça dans les batteries. Mais on a quand même plus de possibilités de financement qu'à l'époque, là. Mais en termes d'investissement public, puis d'espèce d'engouement un peu spécial, là, ça se ressemble les deux époques. Et puis sur la crise migratoire, évidemment aussi, pour toute autre raison, bien entendu. Alors, on pourrait apprendre de ces époques-là. La suivante, s'il te plaît. Alors, ça, c'est notre ami Cordesco, qui était un espèce de, dans le fond, un petit Trump de l'époque, parce qu'il faisait organiser par les travailleurs des fêtes pour célébrer ses mérites. Alors, ça, c'est quelques-uns des trophées qu'on lui a remis, Antonio Cordesco. Suivant. Alors, les fameux 9 frères aux usines Angus du CPR. 9 frères, 9 menuisiers, tous employés aux usines Angus. Tel est le record à peu près unique dans les annales du Canadien Pacifique que détiennent les frères Leduc, originaires de Saint-Isidore de la Prairie, qui fait grand honneur à la race canadienne-française. Suivant. La fameuse porte du Midway. Alors, on va faire un peu de fiction ici, juste pour se replacer. Évidemment, vous avez les gardes privés du Canadien Pacifique à droite. À gauche, on va dire, je ne vais pas médire du personnage, ni le calomnier, que c'est un Shylock. C'était un phénomène que les ateliers ont traversé jusque pratiquement dans les années 80, 70-80. À savoir que, surtout après la guerre de 1939-45, quand la consommation de masse a commencé, puis qu'on avait accès à des meubles de toutes sortes, laveuses, sécheuses, voitures, et les caisses populaires ne prêtaient pas pour des achats de ce type-là. C'était vu comme étant trop matérialiste. Alors, ils devaient se tourner vers des compagnies privées, comme la Household Finance, les plus vieux doivent savoir de quoi on parle, et, ou pire que ça, là, des Shylock. Alors, le jeudi, le jour de la paye, vous aviez généralement 2 sortes de monde à la porte. Les femmes et les Shylock. Le premier qui met le pied sur la patte sur le chèque est le gagnant. Donc, ces types-là ont fait énormément de ravages parce qu'à l'intérieur de l'usine, pour être capable d'assumer les dettes quand tu as des taux d'intérêt de 60 là, qui courent à la semaine, il faut qu'il y ait l'argent qui rentre. Donc, le vol de biens au sein de l'entreprise était un problème grave. Le vol de temps, à savoir que les gens n'allaient tout simplement pas travailler, quelqu'un d'autre punchait pour eux. Il y avait une distillerie, plusieurs distilleries à l'intérieur des usines. On produisait l'alcool avec le grain qu'on recueillait avec les wagons qui revenaient de l'Ouest canadien. On ramassait ce grain-là, puis on faisait de la contrebande d'alcool. Il y avait des sections de l'usine où les cadres ne pouvaient pas aller, c'était trop dangereux. Alors c'est là que ça se faisait. Trafic de drogue, enfin, nommez-les, tout était là. C'était vraiment un grave problème qui a été réglé en partie par la création de la Caisse d'économie des travailleurs d'Angus. Donc, une douzaine de travailleurs qui étaient associés au Parti communiste à l'époque, ils ne s'en cachent pas du tout, là, dans les années 40, fin des années 40. Puis, ils ont mis chacun 5 $ dans le pot, puis ils ont créé la Caisse d'économie, dont l'objectif était d'offrir un crédit
à un taux d'intérêt acceptable et de développer le réflexe de l'économie. Donc, il avait mis au point tout un système pour, par exemple, ça peut paraître aujourd'hui un peu léger comme approche, mais si vous aviez une paye de 12 et 48, vous deviez nécessairement laisser de 48 cents dans un compte d'économie. Comme ça, tranquillement, pas vite, il y avait un petit peu d'argent qui s'accumulait, puis une habitude d'économie. Ça a pris 20 ou 30 ans. Et cette caisse-là n'existe plus sous ce nom-là, elle a été fusionnée avec d'autres, mais le système continue à fonctionner. C'est une entreprise complètement folle parce que la façon de procéder, c'est que dans chaque département, il y a des représentants syndicaux qui vont voir M. Tartampion le mercredi, puis ils lui demandent bon, la paye arrive demain, tu veux combien de cash, puis tu laisses combien dans ton compte d'épargne. Là, ben, ça va me prendre 60$, puis tu déposeras 40$ dans le compte. OK, mettre ça sur un petit papier. Là, le soir, les femmes rentrent dans l'édifice, celui-là, l'édifice à droite, dans la cave. Et là, dans la journée, les gars ont été à la Banque de Montréal, puis sont revenus avec du cash pour les payes. Des montants incroyables là, qu'il y avait dans leur auto. Et pendant la nuit, la soirée et la nuit, ils font des petits paquets. 60$ pour M. Untel, 42$ pour M. Untel. Ils emballent ça dans un petit papier craft, un petit élastique. Puis le lendemain matin, là, ça partait en courant, le représentant, il partait en courant chercher cet argent-là, puis il allait reporter ça au gars dans l'usine. Il fallait qu'il fasse ça relativement vite, parce qu'il y avait quelque chose de très important qui se passait sur l'heure du dîner, Angus. C'était la taverne Rachel. Alors, il y avait une demi-heure, je pense, pour dîner, simplement. Alors là, les foules débarquaient sur Nolan ou Rachel, traversaient la rue, il est encore là, cette taverne-là, je pense. Les tables sont pleines de grosses. Là, on cale ça. Après ça, une petite. On retourne travailler. Il y avait toute l'énergie qu'il fallait pour continuer l'ouvrage. Il n'y avait pas le temps d'aller à la banque changer le chèque. Il y avait des gars qui étaient partis d'une petite entreprise. Ils allaient, pour une pièce, changer les chèques des autres. Lui, quand il était au guichet, c'était long. Suivante, s'il vous plaît. Bon, la fonderie. Les roues. Alors ça, c'est assez intéressant. On va les fondre, évidemment, là, dans un moule. Et là, on va les mettre dans une espèce de... c'est pas un frigidaire, là, mais c'est pour leur permettre de tranquillement acquérir la température du milieu. C'est trop chaud. Alors, ça va rester là 2 ou 3 semaines. Après, on va les sortir. Là, on va en envoyer un certain nombre dans un département où on va les frapper avec une masse mécanique un certain nombre de fois pour voir si elles résistent ou pas, ou question de voir si ça a la qualité nécessaire. C'est quand même des roues de train, là. Et l'autre système, c'est qu'on coule de l'acier autour et on laisse refroidir. Là, évidemment, ça va exercer une pression énorme. Si la roue fend, tout l'eau est sorti et on recommence. Alors, il y avait quand même des règles de sécurité qui étaient appliquées, ça peut vous rassurer. Suivant. Photo magnifique ici. Alors, il faut dire que le Canadien Pacifique, j'ai parlé tantôt de leur compagnie qui faisait des films, ils avaient des photographes qui travaillaient à temps plein pour le Canadien Pacifique et ils avaient des wagons aménagés qui leur permettaient de voyager partout au Canada. Et c'est ce qui explique que les fonds d'archives en matière de photos au Canada, et même de films, sont essentiellement associés au Canadien Pacifique. Beaucoup, évidemment, sont aux Archives nationales à Ottawa, mais ça reste le plus grand centre d'archives dans lequel on peut aller faire de la recherche sur l'histoire du Canada, finalement, bien, c'est le CP. Et le CP restant une compagnie privée, je peux vous dire, pour avoir fait de la recherche pas mal dans ces archives-là, que vos demandes, c'est pas comme Archives nationales Canada et Québec, j'ai un registre, je sais exactement ce qu'ils possèdent sur tel événement, telle personne, telle année. Bon. Et je commande la caisse numéro 44. On m'amène la caisse numéro 44, je fouille dedans. CP, pas le même. Que si tu veux, m'aller te le chercher. Ils font le ménage.
Et ils te font signer un document comme quoi on n'utilisera pas ces documents-là pour porter ombrage à l'image de la compagnie. C'est un petit peu délicat cet aspect-là. Personnellement, moi, je pense que le gouvernement canadien devrait récupérer tout ça puisque c'est l'histoire du Canada. C'est pas compliqué, là. Ils l'ont fait. Fait que récupérons ça plutôt que de laisser ça à une entreprise privée qui, de toute façon, a déménagé les archives de Montréal à Winnipeg. Ça complique un peu les choses pour les recherches. Suivante. Une photo que j'ai retrouvée tout dernièrement, c'est Mastercard Building, la MCB, Angus. Donc, c'est les gens qui dessinent les wagons. Et vous avez un enfant, ou un jeune, et une femme. Alors là, évidemment, on n'a aucune indication. C'est des cartes postales qu'on faisait à l'époque. Est-ce qu'elle travaillait comme dessinatrice? C'est fort possible. Est-ce que c'est la conjointe d'une des personnes qui est venue là pour la photo? On ne sait pas, mais on peut supposer que tout ce monde-là travaillait au Shop Angus. Ça ne vient pas des archives du Canadien Pacifique. Suivant. Bon, alors, à l'intérieur du Locoshop, l'édifice qui est à côté, quand je vous disais tantôt que les Ukrainiens avaient comme tâche d'aller nettoyer les locomotives, ça, c'est de l'amiante qui est autour de ça. Alors, le job, c'était d'enlever ça. Une locomotive, là, ça dure 70-80 ans. Donc, elles vont revenir régulièrement pour être nettoyées et refaites. Une locomotive, au début, ça a à peu près, c'est comme les voitures électriques, si on peut faire la comparaison. Au début, ça fait 137 000 d'autonomie. Puis, vers 1926-30, on est rendu à 750 d'autonomie. Ce qui est quand même ce qui a un impact important, ça veut dire que l'eau que vous devez amener, à tous les 137 000, vous arrêtez, il faut mettre de l'eau, il faut mettre du charbon, on part pour faire un autre bout. Ça multipliait les arrêts et les gares, évidemment. Alors, avec les dernières locomotives, on avait beaucoup plus d'efficience. Suivant. Bon, alors, vous voyez, ça, c'est les femmes d'Angus qui faisaient ça. Les voitures qu'on fabriquait à Angus, c'était l'équivalent des jets privés qui se font aujourd'hui par Bombardier en Beauce. C'est exactement la même recherche de qualité, de modernité. Et les gens là-bas, il faut voir qu'en 1900, 1880, 1900, même 1910, vous aviez dans un train un confort que vous n'avez pas chez vous, là. Vous avez du chauffage, vous avez de l'éclairage. À partir de 1920, vous avez de la musique, de la radio, parce que la base du réseau de la CBC, le Canadien Pacifique, ils ont tout fait. Alors, ils émettaient déjà, eux, de la musique dans les trains. Ils utilisaient le réseau télégraphique pour mettre des antennes et être capable de... Il y avait comme l'Internet avant tout le monde. Vous aviez des toilettes chauffées là-dedans, vous aviez des cuisines, des restaurants, des chambres à coucher, des douches, il y avait tout dans ces trains-là que vous n'avez pas à la maison chez vous. Donc, les gens couraient, c'est le cas de le dire, vers ces magnifiques wagons-là. Alors, il y a de la tapisserie là-dedans. Ils achetaient les tissus à Paris, première qualité. On dit qu'à Angus, on faisait tout, du boulon jusqu'aux fleurs qu'on mettait dans ces wagons-là, dans ces voitures-là. Suivante. C'est quasiment une cathédrale. Ça aussi, ça a été fait à Angus. Alors, vous voyez, le travail du bois est quand même imposant. C'est de toute beauté. La suivante. Ah ben voilà. Ça, c'est en 1940. C'est elles qui font les wagons qu'on a vus, les voitures qu'on a vues tantôt. Et l'autre travail qu'elles font, ce sont des sacs de cuir pour le courrier. Parce que le CP fait tout. Donc, livre le courrier. Et ils avaient un contrat avec le ministère fédéral pour livrer le courrier. Donc, elles préparaient des sacs. Ce n'est pas exactement ça qui se fait là, mais c'est le travail qui se faisait à Angus. Ce qui est quand même passionnant, là, parce qu'il n'y a pas juste 2 femmes qui travaillent là. Il doit y en avoir des dizaines. Puis que tout le monde me dise qu'il n'y a jamais eu de femme qui travaillait là, c'est quand même incroyable. Qu'est-ce qui se passait? Il rentrait par en arrière, il ne voyait pas, il est caché.
Mais durant la guerre, ils ont plus de femmes aussi. Ma mère a travaillé Oui, à la guerre. Oui. Durant la guerre. Oui, C'est 14-18. d'hommes, il n'y a pas d'hommes. Non. À 14-18, en fait, oui, il y a eu beaucoup de femmes à Angus parce que c'était des munitions qu'on préparait, des culasses. Tandis qu'en 39-45, c'était des chars d'assaut. Là, on prenait des soudeurs. Je n'ai pas vu de traces de femmes en 39-45. Mais en 14-18, oui, il y en avait. Alors voilà. D'après vous, est-ce qu'il y avait des femmes dans le syndicat? Et non, il y avait l'association auxiliaire des femmes machinistes. Catholiques. Non, c'est des syndicats américains. Il n'y a pas de syndicat catholique à Angus. Il y a une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de catholiques. Rappelons-nous là, qu'en 1904-1905, au moment de l'ouverture d'Angus, ça n'existe pas le passeport canadien. C'est une colonie britannique. Les gens viennent travailler ici sans problème. Là. Ils viennent de Grande-Bretagne et la majorité des gens qui travaillent à Angus sont britanniques, avec des syndicats britanniques, des Écossais, des Irlandais. C'est anglophone. Il n'y a pas, pas de chapelle, par exemple, Angus. Il y a tout, mais pas de chapelle. C'est pas tout dans la mentalité du côté des anglophones, ça. La religion, c'est pas quelque chose que tu vas traîner partout avec toi. Alors, les syndicats catholiques à l'époque, il fallait être catholique pour être membre. Tes chances d'aller chercher des voteurs au sein d'Angus étaient nulles. Là. Tu pouvais être membre d'un syndicat catholique si tu n'étais pas catholique, mais tu n'avais pas droit de vote. Alors, ça limitait pas mal. Ceci étant, là, pour la petite histoire, les syndicats catholiques en 1960, là, ça va changer d'identité, ça va devenir la CSN, puis ça va être déconfessionnalisé. Quelques années plus tard, la CSN va obtenir une majorité de signatures Angus pour représenter les employés. Mais à l'époque, il fallait se présenter devant un tribunal du travail à Ottawa qui déterminait si c'était dans le meilleur intérêt des employés ou des syndiqués que de changer de syndicat. Et là, ils ont déterminé que ce n'était pas le cas. Pour des raisons qui n'étaient pas si mauvaises que ça, parce que Angus a toujours été une coalition de syndicats. Vous n'aviez pas un syndicat qui représente Angus. Vous avez le gars qui fait les bouilloires, le vitrier, le menuisier, tout le monde avait son syndicat et ils se réunissaient pour organiser les négociations ou les grèves. Alors, s'il y avait eu un seul syndicat, cette drôle de patente qui négociait allait tomber, donc le gouvernement fédéral n'a pas permis. Mais pour la petite histoire, quand ils ont été débattre à Ottawa de la pertinence de laisser la CSN représenter les gens d'Angus, ils n'ont pas pu se faire entendre en français. C'était en anglais seulement. Et au lendemain de ce refus-là, la CSN a sorti tous ses conseillers qui étaient sur des comités fédéraux jusqu'à ce qu'on amène le bilinguisme dans le tribunal du travail, ce qui a été acquis assez rapidement. Donc, même si la CSN n'a pas représenté les gens d'Angus, ça a eu quand même un impact sur le syndicalisme et l'histoire du syndicalisme au Canada. Il n'y avait pas de femmes, pour répondre à sa question, il n'y avait pas de femmes à l'époque. J'ai les traces d'une machiniste. Elle a travaillé 3 mois, je pense que ça devait être intenable. Donc, l'Association auxiliaire des machinistes, leur travail, c'était dans la charte, les femmes, les épouses, les mères et les filles qui étaient là pour soutenir leurs conjoints en cas de grève. Alors, évidemment, elles organisaient des cuisines, des corvées, elles donnaient un coup de pouce sur les piquets de grève et surtout, elles allaient rencontrer les femmes des briseurs de grève pour les amener à changer d'opinion. Elles ont créé des assurances collectives et c'est une des raisons pour laquelle l'association est restée vivante jusque dans les années 80. Parce que les dernières survivantes étaient très âgées et habitaient en Floride, il en restait une dizaine, mais ils conservaient l'association debout et payaient leur cotisation de 2 $ par année parce qu'il y avait une assurance vie qui venait avec ça.
Fait qu'elles ont gardé leurs droits là-dessus. Donc, il y avait une assurance vie, une assurance accident de travail. Alors, c'était puis comme quand je vous disais tantôt qu'il y avait une fête où il y avait 900 enfants, c'est les auxiliaires qui ont fait ça. Donc, elles sont présentes, très actives, mais évidemment, c'est un grand classique de l'histoire, elles sont dans l'ombre. Mais on en parle ce soir. Suivant. Un autre de ces magnifiques wagons, c'était quand même, là, ça lui prenait des mois là, pour faire ça, bien sûr. C'est de toute beauté. Alors, il y a du travail du bois, bien sûr, du rembourrage, des tapisseries, de l'électricité, des vitriers, de la peinture. Non, c'est un bel job. Suivant. Ça, c'est le wagon personnel, le Saskatchewan de M. Van Horn, le grand patron du Canadien Pacifique. Alors, elle est conservée, elle est à Winnipeg. Elle a été rénovée et conservée, mais ça a été construit à Angus, ça aussi. Suivant. Alors, celle-là, c'est la première locomotive qui a été construite. On dit Angus, en fait, il appelait ça, il y a une confusion là, qui arrive souvent dans les gens qui s'intéressent à l'histoire du train. Les ateliers qui étaient au CP, au coin de Delorimier et Sainte-Catherine, on appelait ça les New Shops, parce que c'était nouveau. Quand ils ont ouvert Angus, ça s'appelait Angus bien sûr, mais ils appelaient ça aussi des New Shops, parce qu'ils étaient plus récentes que l'autre. Comme il y a à peu près 10 ans, 15 ans de distance, souvent on confond les fameuses New Shops. Mais celle-là, c'est la première qui a été faite au New Shop de Delorimier. Et à l'époque, le CP, évidemment, manquait de matériel, est obligé de l'acheter aux États-Unis ou d'Écosse ou d'Angleterre, ce qui coûtait évidemment très cher, ne serait-ce que pour le transport. Donc, ça pressait de construire ça. On va aller voir des modèles qui ont été faits Angus, suivant. Le super, celui-là, c'est le 8000. Et vous allez voir que vous avez 5 grandes roues. Les locomotives, pour les distinguer, on va utiliser les jeux de roues. Vous en avez 2 en avant, donc lui, ça s'appelle un décapode. 2, 10, et puis en arrière, il y en a 4. Alors, c'est un 2, 10, 4. Et ça, là-dessus, les gens du CP étaient des fins renards, à savoir qu'ils utilisaient toujours la bonne locomotive pour faire la bonne job, parce que tout ça, ça bouffe évidemment du charbon. Alors, il faut s'assurer. Alors, quand vous allez vous alliez dans les cours de triage, les petits D2 qu'on appelait, ça sert simplement 4 roues, puis 2 petites en avant, parce qu'ils traînent une charge qui n'est pas très lourde. Pourquoi le grand nombre de roues? Multiplier les points de friction avec les rails d'acier. Donc, ça veut dire que vous allez avoir un train avec une lourde charge. Et celui-là était destiné pour aller dans les Rocheuses. Les trains, là, la cloche en haut, au milieu, là, c'est du sable qu'il y a là-dedans. Vous avez un petit tube qui descend, puis il va aller déposer devant la roue un petit peu de sable. Quand c'est difficile à avancer ou tu as une côte, là, tu mets un petit peu de sable au-dessus de la roue, puis ça t'aide à avoir un peu de traction. Bon, lui, on peut dire qu'Angus, c'était le lieu de l'expérimentation. On essayait des nouveaux modèles. Celui-là a une carrière assez courte pour une raison assez spéciale. Il n'y a pas grand monde qui voulait conduire ça. Il y avait un système de transfert de pression dans la cabine qui était assez épeurant. C'était comme aller voir le Titanic avec l'océan, machin truc là. Tu ne sais pas, si ça pète, ça va être lettre. Alors, il y avait beaucoup de gens malades le jour où ils devaient conduire cet engin-là. Alors, et il était aussi un petit peu fragile. Il a passé beaucoup plus de temps à l'atelier que sur la voie ferrée. Mais bon, c'était une tentative. Et l'autre phénomène, il est à l'extrême limite de ce que le réseau peut supporter. Tout le monde a vu les fameuses plaques tournantes sur lesquelles on met les locomotives. Et lui, il est juste sur le bord, là. Il ne pouvait pas aller
dans des ateliers s'il y avait eu 6 pouces de plus. La capacité des ponts où passent les trains aussi, alors, il était vraiment, lui, borderline. C'était le plus gros. Et vous savez que le record de vitesse d'un train appartient toujours au Canada. Là, c'est pas très dur quand tu as via rail pour t'affronter, mais en tout cas, à une locomotive à vapeur de 1937. Ça n'a pas été battu par les diesels depuis. Suivant. Ah, lui, je le trouve tellement drôle. On l'appelait le chameau. Alors, il y a un ingénieur du Canadien Pacifique, qui est Angus, puis lui, il regarde sur le terrain, puis il y a ce qu'on appelle de l'anthracite, c'est la poussière de charbon, qui est empilée là parce qu'on ne trouve pas d'usage à faire avec ça. Alors, il fait quelques expériences, puis il se rend compte qu'on peut avoir une chaleur constante suffisante si la boîte de feu est assez large pour qu'on puisse l'étendre comme il faut, puis aller chercher ce qu'on a besoin. Bien, la boîte de feu est tellement large que le chauffeur ne voit pas en avant. Ils ont fait une autre petite cabine pour le chauffeur en avant. Il n'a pas eu une longue carrière non plus. Je pense qu'on a terminé. Hein? Voilà. Donc, on a fait le tour des ateliers Angus, de ce qui se faisait là-dedans. J'espère qu'on a mis de côté certaines idées préconçues. On a toujours l'impression que, évidemment, les locomotives, c'est impressionnant. Là. On se dit, ils faisaient des locomotives. Ils n'en ont pas fait tant que ça. Là. Et en 1918, ils ont pratiquement arrêté de faire des locomotives. Ils ont recommencé avec la 8000 en 1940. C'est un seul exemplaire. Donc, Angus, c'est d'abord et avant tout des wagons et surtout des merveilleuses voitures privées ou de transport qu'on a vues, qui sont quasiment des objets d'art. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui sont conservés dans différents musées. Amusez-vous sur Internet, demandez ça, voitures construites Angus, vous allez les repérer. Ou à la fin de mon livre, j'ai identifié tous les endroits où on voit des locomotives qui ont été construites et qui sont accessibles au public à grandeur du Canada. Il y en a évidemment à Expo-Rail de disponibles. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, je vous écoute. Les dirigeants, c'était des Britanniques ou c'était des Canadiens anglais? Bien, M. Van Horn est un Américain. C'est vraiment le constructeur de la ligne. Un Américain naturalisé canadien, bien sûr, mais qui était, lui, d'une famille hollandaise. Voilà. Ouais, voilà. C'est un personnage, Van Horn, vraiment un personnage. Ça va nous permettre, de parler de l'œuvre des fleurs. Alors, c'était un horticulteur passionné et il avait mis sur pied, à l'intérieur du réseau du CP, ce qu'on appelait l'œuvre des fleurs. Alors, ça consistait à donner aux employés des bulbes et des semences pour faire les parterres des gares où, ici, devant Angus, vous en aviez un parterre de fleurs, là, assez imposant, devant le local de l'administration. Et c'est assez drôle comment c'est rédigé parce qu'il disait dans le genre, la compagnie s'en trouve parfaitement récompensée par la beauté des plates-bandes que les employés vont faire devant nos gares. à l'eau l'œuvre. Alors lui, oui, c'était aussi un spécialiste, pas un spécialiste, un amateur de fossiles, un paléontologue. Et ça, on va en parler la semaine prochaine. On va aborder une année critique pour l'histoire de la gauche au Québec et à Montréal particulièrement, l'histoire de l'Église catholique au Québec en 1910 et du nationaliste québécois. Il va se passer de quoi en septembre 1910 et toute l'année 1910 qui va bouleverser l'échiquier du Québec pour très longtemps. Puis on verra en quoi Angus peut être un élément déclencheur là-dedans. Mais ce sera notre sujet la semaine prochaine. Vous en croirez pas vos oreilles. C'est assez phénoménal ce qui s'est passé à cette époque-là. Et puis, pour revenir à notre ami Van Horn, ça va paraître bizarre, là, mais dans les événements de 1910, il y a quelque chose qui a été déterminant. Ça a été
la paléontologie. La découverte des fossiles et la compréhension de ce que ça signifiait et la comparaison entre ce que ça disait du point de vue scientifique et ce qu'on retrouvait dans les écrits religieux. Ça ne marchait plus. La crise, elle va partir de là. Alors, ça donne, c'est pas lui qui va pousser ça, là, mais il était vraiment au centre de l'époque. C'était aussi un peintre, il est sur le marché, on peut retrouver. Et lui, il avait une technique, il voulait apprendre à peindre. Alors, il se donnait 20 minutes pour faire une toile. Il ne dérogeait pas de ça. Il y avait 20 minutes dans son agenda, il faisait une toile. Au début, c'était pas beau, là. Mais à la fin, il réussit à faire quelque chose de pas si mal. Son autre technique de mémorisation, d'apprentissage, il copiait à la main les livres qui l'intéressaient. Ça restait là-dedans. Puis, il avait commencé sa carrière comme télégraphiste. Alors, lui, il allait dans les gares, il s'installait en dessous du poteau, et là, tu les entends, là, les toc-toc, toc-toc, toc-toc. Fait que lui, il savait que le gars de Saint-Jérôme, il avait télégraphié au gars de Winnipeg pour dire qu'un tel, sa femme avait accouché du jumeau. Il arrivait à Winnipeg. Ah! Puis, on m'envoie des jumeaux. Il s'était fait une réputation de devin. C'est un personnage assez particulier, assez extraordinaire. Quand en 1885, il fallait terminer le chantier de la voie ferrée, il était payé si, à telle date, la gare est installée puis le train pouvait arriver à tel endroit. Et il n'y avait pas de rail. Il a envoyé une équipe dégarnir à l'autre bout, mettre ça là. Le ministre arrive, le train arrive, ah, parfait, donne le chèque, oups, ni vu ni connu, après ça, il finit à l'autre bord. Allez, sur ce, si vous n'avez pas d'autres commentaires ou d'autres questions, je vous libère et puis on se revoit la semaine prochaine avec plaisir.